La finance est souvent pointée du doigt comme étant la responsable de tous les maux qui affectent notre société. Surconsommation, destruction de la planète, inégalité, déclassement social. Je pense que la Chine a basculé. Je veux dire, on peut penser ce qu'on veut de Xi Jinping, mais c'est vrai qu'il a pratiquement, dès sa prise de pouvoir, parlé, dans le vocabulaire chinois communiste, de civilisation écologique, etc. Ça, c'est vrai. Et ils ont continué à faire du charbon parce qu'ils ont été obligés de faire fonctionner leur économie. Et comme avait dit un Chinois, faire marcher 1,4 milliard de personnes, c'est pas la même chose que 60 millions d'habitants. Notre invité a été au sommet de ce système en tant que directeur général de la Banque mondiale, conseiller du président Jacques Chirac et directeur financier de grands groupes bancaires comme le Crédit Agricole et la Société Générale. Il en est revenu afin de devenir un acteur majeur de la finance durable. On ne réussira pas les objectifs de développement durable, on ne réussira pas la transition climatique, on ne réussira pas la préservation de la nature sur cette planète, pas plus qu'on ne promouvra de manière définitive et réelle l'égalité homme-femme, si les pays émergents en développement ne sont pas avec nous. La bataille du climat, elle se gagnera pas à Washington, elle se gagnera pas à Bruxelles, elle se gagnera pas à Paris, elle se gagnera à Lagos, elle se gagnera à Delhi ou à Hanoï. La finance peut-elle, comme notre invité, se transformer afin de s'aligner avec les nécessités écologiques et sociales de notre époque? La réponse dans ce Finary Talk. Et en fait, ce que disait Paul Volcker, c'est vous les financiers, vous qui êtes les acteurs de la sphère financière. Vous êtes en général surdiplômés, vous êtes en général parmi les mieux payés, vous êtes souvent les mieux informés. Ne me faites pas croire en plus que vous ne savez pas ce que vous faites. Et ben, je pense que c'est pour ça que j'aime Paul Volcker, parce qu'il a rappelé à tout le monde, faites pas semblant de ne pas savoir ce que vous faites, ne vous cachez pas derrière des règles. Bertrand Badré, tu as fait HEC, Sciences Po, l'ENA, l'Inspection générale des finances, tu as été partenaire chez Lazard, tu as été directeur général de la Banque mondiale, et aujourd'hui tu as monté ton fonds, Blue Like an Orange Capital. Tu connais le système de l'intérieur, tu as fait partie du système financier, et aujourd'hui, t'en sors pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Est-ce que tu ne pouvais pas le changer quand tu étais à l'intérieur ? Je n'ai pas découvert que le système était imparfait il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années. Enfin, c'est des questions que je me suis toujours posées. J'ai travaillé, j'avais même avec des amis publié un livre dans les années 90 qui s'appelait « La mondialisation a-t-elle une âme ?» Donc les questionnements sur le système, j'ai pas eu un chemin de Damas en disant « Tiens, en fait, ça marche pas ». Ce qui est vrai, c'est que dans mes responsabilités, celles que tu as rappelées, notamment comme banquier d'affaires, puis comme directeur financier des groupes Crédit Agricole et Société Générale, et à la Banque mondiale, j'ai eu la chance de voir le système de l'intérieur. Et ce faisant, et de le voir à un moment critique. Ou à plusieurs moments critiques d'ailleurs. Dans un de mes livres, de manière un peu à la fois arrogante et malicieuse, je me qualifie de Forrest Gump de la finance. Au sens où j'étais à Londres au moment de la bulle Internet en 2000 et j'étais à New York au moment où la bulle a explosé, au moment où le World Trade Center s'est désintégré. J'étais à l'Élysée où je m'occupais de finance et de développement sous Jacques Chirac au moment de la guerre en Irak. C'était pas une époque facile des relations franco-américaines. J'ai été directeur financier de deux grands groupes financiers ou bancaires français pendant la crise financière entre 2007 et 2013. Donc j'ai vraiment le système s'effondrer sous mes pieds. Et j'ai eu la chance d'être à la Banque mondiale au moment où on s'est forcé de réparer le système, à la fois strictement parlant sur les aspects financiers. Donc, je représentais la Banque mondiale au Financial Stability Board. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Financial Stability Board a été créé à l'occasion de la crise financière en 2008 et réunit les banquiers centraux, les directeurs du Trésor, les autorités de marché pour coordonner la régulation financière internationale. Donc, c'est l'endroit où on a essayé de réparer le système après la crise financière. Donc, j'étais vraiment là où ça se passait. Et puis, j'étais là au moment où on a fait de manière plus profonde ou peut-être plus intelligible pour le grand public, en adoptant les objectifs de développement durable, c'est le pins que j'ai ici, en adoptant les accords de Paris, en réalité en remettant l'économie mondiale sur une trajectoire un peu plus durable, un peu plus résiliente et un peu plus inclusive, comme on dit. Donc voilà, on peut pas... Enfin, moi, ces questions, je les ai portées dans toutes mes expériences. J'ai jamais mis de bandeau sur les yeux. J'ai pris beaucoup de notes. J'en ai d'ailleurs fait un certain nombre de livres. Et voilà, et ça arrive au point aujourd'hui où finalement, j'espère que ma parole porte plus. Parce que j'ai pas de frustration vis-à-vis du système. J'ai eu des responsabilités majeures, je les ai exercées au mieux que je pouvais. Maintenant, je fais autre chose. Donc, je suis pas dans une posture d'attaque, d'imprécation ou de quoi que ce soit. Je dis souvent en plaisantant qu'aujourd'hui, j'ai deux jobs. J'ai un job de jour, un day job pour parler franglais, qui est Blue Like an Orange Sustainable Capital, qui est de dire
dans le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, on peut quand même faire Blue Like an Orange Sustainable Capital. Donc, il ne faut pas se cacher derrière les imperfections du système pour ne rien faire. Les gens qui disent « le système m'empêche », c'est pas vrai. Le système, aujourd'hui, il est neutre. C'est-à-dire que schématiquement, si vous voulez faire quelque chose de très horrible, il ne vous empêche pas. Si vous voulez faire quelque chose de très bien, il ne vous récompense pas, mais il vous laisse faire. Et donc ça, on peut faire Blue Like an Orange Sustainable Capital comme on peut faire des tas de choses. Enfin, Patagonia peut exister dans le système actuel. C'est tout à fait possible. Et plein d'autres initiatives, et heureusement. Et puis j'ai un job de nuit, enfin le night job, qui est de dire, n'empêche que si on travaillait un peu à réformer ce système, ça pourrait être tellement plus efficace. Et donc, j'essaie de naviguer entre les deux. Et j'essaie d'utiliser finalement ce parcours plus haché que celui auquel je pensais quand j'ai fini mes études, qui m'a permis d'avoir une vision très macro, mais aussi très micro, d'avoir une vision occidentale et pas occidentale, d'avoir une vision publique et privée, enfin d'avoir finalement été de première main dans un certain nombre d'aspects du système. Et donc d'essayer de faire se parler les gens. Je pense qu'on crève aujourd'hui du fait que les gens ne se parlent pas, que chacun pense avoir raison. J'ai eu la chance, c'était pas choisi, et parfois c'était même involontaire, d'être à différents endroits et de pouvoir écouter, comparer, connecter différents points de vue. Justement, tu vois, pour revenir sur la Banque mondiale, c'est un nom quand même assez impressionnant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'imaginer quel est le rôle et vraiment la portée de son action. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'elle fait et quel impact elle a sur des pays, des économies et la vie des gens? Alors, en étant simple, parce que sinon il faudrait 5 ou 6 heures de discussion. La Banque mondiale, c'est la deuxième institution qui a été créée par les accords de Bretton Woods. Les accords de Bretton Woods, c'est 1944. Donc un peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'invitation des États-Unis et de la Grande-Bretagne, d'ailleurs les deux grands protagonistes de la conférence étaient Keynes, le grand économiste britannique qui est mort d'ailleurs très peu de temps après et qui était déjà un peu faible, et Harry Dexter White qui était le numéro 2 du Trésor américain. Et ils ont créé, à l'issue de cette conférence, deux institutions qui sont aujourd'hui toujours ce qu'on appelle les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international, FMI, et le groupe Banque mondiale. Qui ont des fonctions. Alors, ils sont face à face à Washington, c'est deux immeubles qui se font face. Donc, moi, j'étais à la Banque mondiale au moment où Christine Lagarde était au FMI. Donc, il y avait une présence française assez forte à ce moment-là. La Banque mondiale, c'est une institution de développement. Le nom de départ, c'était la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Et ça fera peut-être sourire les auditeurs. Le premier prêt de la Banque mondiale, c'était un prêt à la France. Parce qu'au fond, en 44, 45, 46, la priorité, c'était de reconstruire l'Europe. Et donc, on a reconstruit l'Europe. Et petit à petit, et singulièrement à la fin des années 60, années 70, la Banque mondiale est devenue une institution de développement. Un de ses dirigeants emblématiques était Robert McNamara, qui avait été le secrétaire à la Défense pendant la guerre du Vietnam. Certains disent qu'il a trouvé son épiphanie à la Banque mondiale, mais il a été un organisateur hors pair et a fait de la Banque mondiale une institution de développement. Alors, la Banque mondiale, c'est un ensemble de plusieurs institutions. On ne va pas rentrer dans le détail, mais schématiquement, il y a 4 grandes institutions. Il y en a un peu plus que ça, mais je vais me concentrer sur les 4 plus grandes. Celle de départ, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, celle-ci, elle prête. Donc, elle a elle-même un rating AAA. Donc, c'est la meilleure signature de la planète. Évidemment, elle est backée par 190 États. Donc, si elle tombe, il n'y a plus grand monde derrière. Donc elle prête aux pays émergents. Donc les grands clients, ça va être l'Indonésie, le Brésil, la Turquie, etc. Elle leur prête à Libor Plus, donc dans des bonnes conditions, soit sur des projets type infrastructure, soit sur des projets de type réforme de la sécurité sociale. Enfin bref, donc des prêts d'une durée relativement longue à un taux relativement attractif puisqu'elle emprunte pas cher. Donc les pays pitch et en fait la banque après accorde. Ouais, alors c'est plus compliqué. Là, il faudrait vraiment qu'on rentre dans mais gardez l'idée qu'il y a la banque prête aux pays émergents. Il y a une deuxième partie qui s'appelle aussi la Banque mondiale, qui est le deuxième poumon de la Banque mondiale, qui s'appelle IDA, International Development Assistance Aid, qui est la partie qu'on appelle concessionnelle, c'est-à-dire celle où c'est en dessous de taux de marché. Ça peut être du don ou des prêts typiquement à 30 ou 40 ans à 0,5%. Et donc là, c'est effectivement ce qu'on appelle dans la terminologie internationale les pays AIDA, c'est les pays les plus pauvres. Vous avez une bonne partie de l'Afrique subsaharienne, mais vous avez aussi Haïti, par exemple. Okay. Vous avez le Laos, etc. Bref. Donc ça, c'est la Banque mondiale. C'est des prêts à des États. C'est pas des prêts à des collectivités, c'est pas des prêts à vous et à moi, c'est pas des prêts, c'est à des États. Et à côté de ça, vous avez 2 autres institutions qui, elles, sont en prise avec l'économie privée. IFC, International Finance Corporation, la Société financière internationale en français, qui, elle, est une institution qui interagit avec le secteur privé, qui peut prendre des tickets en equity, qui d'ailleurs a un assez gros portefeuille de private equity dans les marchés émergents, mais qui peut aussi prêter.
à des conditions de marché. Elle n'est pas censée se substituer à des acteurs privés. Et puis vous avez un dernier bloc, si je puis dire, qui s'appelle MIGA, qui est une forme d'assurance politique internationale, qui n'est pas très grosse, qui grossit un peu, et qui apporte des réassurances dans le cas de grands contrats, etc. Donc c'est l'ensemble de tout ça qui s'appelle la Banque mondiale. Le FMI, donc c'est plutôt, en général, sur la longue durée, c'est plutôt lié à des transformations d'investissement, etc. Pour contraster, le FMI, lui, va plutôt prêter là aussi à des États, mais en cas de crise. En gros, l'Argentine part dans le mur, le FMI arrive et le FMI est prêt à mettre 50 milliards en quelques mois avec un certain nombre de conditions pour arrêter. C'est le pompier, si vous voulez. Et à ton niveau, c'est quoi les crises auxquelles tu as fait face durant ta période après, il y a des crises. Il y a tout le temps des crises. La planète, il suffit d'ouvrir le journal, il y a tout le temps. Donc, on fait face à des crises qui, d'une certaine manière, sont la routine. Donc, ce qui peut paraître comme une crise d'un pays, il y en a régulièrement. Un moment qui n'était pas très simple, c'était l'invasion de la Crimée par la Russie. La Russie et l'Ukraine sont membres du FMI et sont membres de la Banque mondiale. Les États-Unis ont un pouvoir important à la Banque mondiale. Les Occidentaux ont une majorité. Et donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'Ukraine? Voilà, ça, c'est un cas très concret. Et puis, la vraie crise, c'est la crise à laquelle on fait face aujourd'hui, qui est la crise de notre modèle social environnemental. Au fond, la Banque mondiale et le FMI ont été créés pour des problèmes d'État, et aujourd'hui, on leur demande de s'intéresser à ce qu'on appelle maintenant les biens publics mondiaux. La qualité de l'eau, le changement climatique, la stabilité financière, etc. Et effectivement, c'est pas un monde de bisounours, c'est un monde d'actionnaires qui sont les 180, je sais pas combien d'aujourd'hui, 190 États, qui décident collectivement ensemble de faire quelque chose. Ou pas. Est-ce que tu avais l'impression d'avoir plus d'impact à l'époque dans cette institution ou aujourd'hui à la tête de ton fonds? C'est pas comparable, c'est pas la même chose. D'une certaine manière, j'utilise encore aujourd'hui ce que j'ai appris à la Banque mondiale. Et à la Banque mondiale, j'utilisais ce que j'avais vécu dans mes jobs précédents. Je veux dire, en termes de milliards mobilisés, la Banque mondiale est évidemment plus grosse. En termes de parole, ma parole a probablement peut-être plus de poids aujourd'hui qu'elle n'en avait quand j'étais à la Banque mondiale il y a 10 ans. Je n'aime pas rentrer dans ces considérations parce qu'en fait, elles n'ont pas beaucoup de sens, en réalité. Gérer ses finances, c'est indispensable pour assurer son avenir. Et c'est pour ça que j'ai créé Finari. Finari, c'est une plateforme qui permet de suivre votre patrimoine, gérer votre budget et d'investir en crypto. C'est vraiment votre cockpit. Concrètement, vous pouvez centraliser tous vos investissements au même endroit en connectant vos comptes bancaires, vos comptes d'épargne comme le PEA, l'assurance vie ou même les livrets. Vous pouvez aussi gérer votre budget, catégoriser les transactions, créer des objectifs et suivre du coup les entrées et les sorties et éliminer les dépenses inutiles. À l'occasion de ce talk, je vous offre 20% de réduction sur notre abonnement pour que vous puissiez bénéficier de toutes les fonctionnalités de la plateforme. Le code, il s'affiche juste ici. Allez, on retourne au talk. Du coup, c'est quoi ton bilan de ces années Banque mondiale? Et qu'est-ce qui t'a poussé aussi à j'ai envie de dire, à t'émanciper pour aller dans le privé et prendre la tête de ton... Non, mais le bilan, en fait, quand j'ai quitté la Banque mondiale, j'avais eu une dizaine d'années à un rythme extrêmement trépidant, même épuisant. Très excitant, mais j'avais été directeur financier du Crédit Agricole puis la Société Générale au moment de la crise du subprime, de la faillite de Lehman, de la crise de l'euro. Et à la Banque mondiale, au moment où on réparait tout ça, jusqu'aux accords de Paris et jusqu'aux accords sur le développement durable. Donc j'avais, d'une certaine manière, vécu en première ligne un des plus gros bouleversements financiers du siècle. Crédit Agricole, en 2007, c'était une des 3 ou 4 premières banques du monde. Il se trouve qu'en plus, le fait est qu'en 2000, au moment de la faillite de Lehman Brothers, c'était le Crédit Agricole qui dirigeait la Fédération bancaire française. Donc, c'est nos équipes qui étaient en première ligne pour négocier avec les pouvoirs publics sur tout ce qu'on mettait en place pour éviter l'effondrement du système. Donc, j'ai vraiment vécu ça de très près. Et à la Banque mondiale, pareil, puisque en tant que représentant Financial Stability Board, j'étais dans les discussions sur comment on répare. Et donc j'ai éprouvé le besoin de faire une pause. J'ai passé 1 an dans un think tank à Washington, c'est une très belle institution américaine qui s'appelle le Peterson Institute. J'en ai profité pour écrire un livre, Can Finance Save the World, où j'ai à la fois réfléchi sur ce que j'avais vécu. Donc je fais ce bilan, j'invite les auditeurs à se procurer le livre, il est disponible dans toutes les bonnes librairies et en ligne, où je dis à la fois, si la Banque mondiale n'existait pas, il faudrait l'inventer, mais il faudrait la faire travailler différemment, beaucoup plus et beaucoup mieux. Donc voilà, je suis pas béat d'admiration. Il y a une partie de moi qui est admirative du fait que c'est un des endroits de la planète où 190 États, malgré tout ce qui se passe, se mettent d'accord et mobilisent des dizaines de milliards chaque année pour faire des choses en moyenne positives. Mais c'est pas si fréquent qu'il faille pas s'en réjouir. Et en même temps, je vois tout ce qu'elle pourrait faire de plus et de mieux.
Voilà, les institutions humaines, c'est compliqué. Dans un monde qui se fragmente, on ne peut pas imaginer que les institutions qui représentent une planète en fragmentation vont pallier toutes seules les insuffisances du système. Donc ce bilan, je l'ai fait. J'ai eu cette vie macro, enfin vraiment, où j'ai été exposé en première ligne à toute une série de bouleversements. Et encore une fois, j'ai dit au début, y compris la guerre en Irak. J'ai travaillé avec Jacques Chirac au moment où on a mis en place, alors à l'époque, personne ne savait ce que c'était, mais le Gavi, l'Alliance mondiale pour les vaccins, avec le Covid. Le Gavi, comment ça marche? J'étais content de pouvoir dire, il y a 20 ans, ou à l'époque, il y a 15 ans, j'avais travaillé aux mécanismes financiers qui ont structuré le Gavi. Et l'ironie a voulu d'ailleurs que la Banque mondiale soit l'administrateur financier du Gavi. Donc j'ai retrouvé le bébé quand j'étais à la Banque mondiale. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'on a mis en place la taxe, dite taxe Chirac, dont on reparle beaucoup dans les discussions budgétaires sur les billets d'avion. Simplement, aujourd'hui, on en parle pour combler le déficit de la France. À l'époque, on en parlait pour financer la recherche médicale internationale. C'est un peu différent. Donc voilà, donc j'ai fait beaucoup de choses. Et donc j'ai essayé de faire le bilan de toutes ces années. Et de me dire, voilà, à ce stade de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et pas mal de gens m'ont dit à l'époque, je peux en citer d'ailleurs quelques-uns, Emmanuel Faber était un des premiers, qui était à l'époque encore directeur général, PDG de Danone, Paul Polman, qui était PDG d'Unilever et quelques autres, m'ont tous dit, tu peux pas faire un bouquin pour expliquer qu'on a des problèmes dans le modèle financier et repartir comme si de rien n'était. Et ils m'ont dit tous, si tu veux créer quelque chose, on t'aidera. Je me suis dit, je n'étais pas prêt pour ça. Je n'avais jamais été entrepreneur, je n'avais jamais pensé à ça. Et quand toute une série de personnes en qui vous avez confiance, qui sont prêts, qui ont d'ailleurs été vraiment là quand j'ai lancé la boîte, m'ont dit, vas-y. Je me suis dit, écoute, après tout, je n'ai pas encore essayé ça, donc je vais essayer. Tu l'as dit, avant ça, tu as été aussi directeur financier du groupe Crédit Agricole, groupe Société Générale, 2 banques qui ont une importance systémique en France, en Europe, je pense dans le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, ces banques-là sont bien orientées pour financer la transition écologique? Alors, je ne regarde pas ça de très près. Je ne vais pas non plus raconter d'histoire. Moi, je suis rentré des États-Unis il y a peu de temps et j'investis avec Blue Icon Orange plutôt dans les pays émergents. Donc, c'est vrai que les gens sont souvent curieux d'avoir mon regard sur le système bancaire européen. Je dis pas que je suis innocent et que je sais pas ce qui se passe, mais j'y passe peu de temps. Ce que je crois, c'est que le système bancaire français, il est pas parfait, mais que comparé au système bancaire international, et notamment américain, il est plutôt mieux orienté. Ce qui est très difficile, parce que j'ai été en charge de bilan bancaire des moments de crise. Un bilan bancaire, c'est comme un supertanker. Il suffit pas de donner un coup de barre pour que le supertanker fasse demi-tour. Donc, on commence à donner un certain nombre d'orientations, et puis petit à petit, ça va de plus en plus vite et ça tourne. C'est un peu les tensions qu'on a sur le moteur thermique en Europe. On voit bien aujourd'hui, il y a des constructeurs qui ont commencé à faire l'effort et qui disent, non, vous n'allez pas changer le truc au milieu, maintenant on est parti, on va le faire. Et d'autres qui ont pris un peu de retard qui disent, on n'y va pas. Les banques, c'est un peu pareil. C'est d'une certaine manière, on se dit, on va dans cette direction. Puis le fait est, dans toutes les grandes boîtes, à un moment donné, on dit, c'est bon, allez, on va passer le cap et on accélère. Et donc, je pense qu'on est à cette phase où la plupart des banques ont de bonne foi, et je pense que les banques françaises, encore une fois, elles ne sont pas parfaites, mais elles ont plutôt intégré ces sujets-là. Elles sont plutôt en avance de phase par rapport à leurs concurrents. Voilà. Donc, tu penses qu'il y a une volonté profonde des banques de se révolutionner? C'est pas juste une banque. J'avais fait un bouquin sur la mondialisation d'une âme. Je ne sais pas si les banques ont une âme. Je veux dire, après, les dirigeants des banques, oui, je pense, sont plutôt sincères sur le fait qu'on a plutôt besoin d'une économie qui fonctionne pas comme aujourd'hui. Moi, j'ai bien vu dans les discussions du Financial Stability Board il y a 10 ans, le niveau de compréhension et de conscience de ces problèmes était très proche de zéro, à part chez les assureurs, parce qu'ils commençaient à voir le coût des catastrophes naturelles. Et c'est un certain nombre d'investisseurs qui commençaient aussi à voir. Je pense que 10 ans plus tard, les gens ont tous compris que c'était un vrai sujet. Ils l'ont compris d'eux-mêmes. Ils l'ont compris parfois parce que aussi souvent le plus gros facteur de changement, c'est le dîner familial du dimanche soir où les enfants disent à papa et maman « Your job sucks ». Et donc au Comex le lendemain, je me suis encore fait engueuler par mes enfants parce que ma boîte, ça marche pas. Donc voilà, donc on a tout ça, c'est passé. Donc après, il y a une question d'exécution, de rythme, mais il n'y a pas un seul dirigeant bancaire français, en tout cas j'en connais un certain nombre, qui va vous dire de bonne foi, le changement climatique, on verra plus tard, la transition, on verra plus tard. Après, il y a des questions de rythme, etc. Mais je suis pas là pour dire il y en a un qui est meilleur que l'autre. Je peux avoir mes idées, elles n'ont aucune importance, elles sont pas très bien informées. Et c'est quoi le rôle de l'État et la relation que tu as avec l'État quand tu es toi-même dirigeant d'une grande banque comme le Crédit Agricole? À quel point l'État vient quelque part t'accompagner dans les décisions et orienter tes décisions? Là aussi, il y a plusieurs étapes. Moi, je l'ai vécu à une période qui était très spécifique, qui était 2007-2013, où là, évidemment, on couchait avec l'État.
Mais ce qui est amusant, c'est que quand j'ai été nommé directeur financier du Crédit Agricole, je voyais la personne qui à la direction du Trésor suivait les banques, et je me souviens, c'est un copain, et je lui ai dit, bah, écoute, on se fera un point tous les 6 mois. Et ni lui ni moi ne soupçonnions que 6 mois plus tard, on se verrait toutes les semaines. Donc voilà, il n'y a pas de raison que l'État soit sur le dos de la banque tous les jours en période normale. En revanche, dans les périodes de grande crise comme celle qu'on a connue, bah évidemment, c'était parce que, comme tu l'as dit, les banques avaient une responsabilité systémique. Et donc, si le système bancaire s'effondrait, l'économie s'effondrait. Alors après, est-ce qu'on a fait la bonne pédagogie pour expliquer aux gens tout ça? Ça, c'est une autre question. J'ai souvent dit, et c'est un exemple que j'ai pris en France, mais qui trouve un écho dans à peu près tous les pays de la planète. Je ne sais pas si tu te souviens de quoi on parlait à l'été 2008, avant la faillite de Lehman Brothers en France. De quoi on C'est à moi parlait? de poser les questions. Écoute, je ne m'en souviens pas. Voilà, parce que tu es trop jeune. Mais on parlait du RSA. Ouais. C'était l'époque où on débattait du revenu de solidarité active et le gouvernement, Martin Hirsch qui était en charge et donc Nicolas Sarkozy président, se posait la question de savoir s'il fallait faire un RSA généralisé à toute la population ou faire un pilote dans une ou plusieurs régions. Et schématiquement, les discussions, c'était de savoir est-ce qu'on met 300 millions sur la table ou est-ce qu'on met 800 millions ou est-ce qu'on met un peu plus. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, l'ordre de grandeur, et donc, il y a pas mal d'articles dans les journaux pour débattre de ce sujet-là, qui était vraiment le sujet de l'été 2008. Arrive la faillite de Lehman Brothers, et le 15 septembre, et le plan de soutien au financement de l'économie française. On ne l'a évidemment pas appelé plan de soutien aux banques, ça n'aurait pas été très politiquement correct. Donc on a appelé le plan de soutien au financement de l'économie française. Et ce plan, de mémoire, dit on va mobiliser plus de 400 milliards. Alors évidemment, on faisait des choux et des carottes. On garantissait le refinancement des banques, on recapitalisait Dexia, on mettait des actions, un financement un peu hybride dans les banques qui allaient bien. Enfin, on faisait la somme de tout ça, mais à l'époque, il fallait mettre le plus gros chiffre sur la table pour montrer que l'État faisait barrage et que, en gros, la crise ne passerait pas par moi. Pour les spécialistes, tout ça était facile à comprendre. J'étais à l'époque au Crédit Agricole, j'allais à peu près pas toutes les semaines, mais presque dans une des caisses régionales pour rencontrer les sociétaires, les actionnaires, les clients. Et alors les gens me disent, attendez, alors on passe 2 mois d'été à réfléchir si on va donner 500 millions aux plus pauvres, et là, en 15 jours, on va donner 400 milliards aux banques, sous-entendu aux riches. Alors évidemment, mon job, c'était de dire, attendez, ça n'a rien à voir. D'un côté, c'est de l'argent budgétaire qu'on va donner chaque année pendant des années parce que c'est une prestation. De l'autre, l'État va peut-être gagner de l'argent parce qu'il apporte une garantie et se retire, un peu comme le PGE d'ailleurs. Mais c'était inaudible, les gens n'ont pas compris. Et cette histoire, je l'ai racontée aux États-Unis, en Allemagne, partout sur la planète. Ils ont tous vécu l'équivalent. Quand il s'est agi de prévenir la faillite du système bancaire, y compris le plan Paulson aux États-Unis, les États ont mis des centaines de milliards sur la table qui n'ont pas été compris par les gens. Même s'ils avaient conscience qu'il fallait empêcher, ils ne sont pas... Et le fait est qu'aucun des dirigeants, y compris les plus crapuleux, n'ait été en prison, n'ait été jugé, etc. Je pense que ce jour-là, il y avait déjà des tensions entre les élites, pour faire court, et le reste de la population. Je pense que ça a assez largement contribué à accroître le fossé. Comment aujourd'hui on pourrait peut-être justement rassembler les deux parties et aller et amoindrir cette défiance fondamentale qu'il y a entre le particulier et le système bancaire? On n'a pas l'impression que... C'est pas le système bancaire. Enfin, là, encore une fois, et je veux bien qu'on passe toute la discussion sur le système bancaire. Je suis plus dans le système bancaire depuis plus de 10 ans. Donc le système financier, dans ce cas-là. Ouais, c'est pas la même chose. Mais le problème, c'est pas tellement le système financier. Le système financier, il incarne, comme le système technologique, les élites, ce que Goodhart avait appelé les anywhere et les somewhere. Ceux qui sont les élites mondialisées, qui sont partout chez elles, et puis ceux qui, en gros, bougent pas de chez eux. Et ça, c'est la question majeure pour nos sociétés occidentales en particulier, qui est la question avec laquelle on se débat. Je veux dire, si j'avais la réponse, je serais très heureux. On voit bien que c'est ce qui a fait brusquement prendre conscience qu'il y avait un problème avec le Brexit il y a 10 ans. Trump, 6 mois plus tard, les élections successives en France, l'Italie. Enfin, c'est pas juste un problème de système bancaire. C'est un problème qui est beaucoup plus profond. Et je pense que la crise financière a été un des accélérateurs extrêmement forts de ce fossé au sein des sociétés.
pas le seul. La mondialisation telle qu'elle a été vécue, etc., on peut en reparler. C'est ça. Mais aujourd'hui, on a une difficulté. On a eu, c'est Martin Wolf, l'éditeur en chef économique de Financial Times, qui a fait, je ne sais plus comment s'appelle son livre, enfin, qui dit en substance, en fait, on a peut-être eu un moment assez extraordinaire dans l'histoire de la planète où pendant quelques dizaines d'années, en Occident, quelques centaines de millions de personnes ont vu à la fois un système économique et politique qui fonctionnait pour le bien du plus grand monde. Et peut-être que c'est l'exception. Et on a cru que c'était la règle. C'est assez pessimiste. Non, mais en tout cas, ça montre qu'on a été capable de le faire. Moi, je suis optimiste, c'est-à-dire qu'il faut se battre. Il ne faut pas baisser les bras, se dire, bah non, ouais, c'est mieux quand on a un régime autoritaire, bah c'est mieux quand... Non, je pense que la démocratie, c'est pas un luxe. Et il faut se battre pour la maintenir active. Il y a un homme dont tu parles régulièrement, en tout cas, qui t'a marqué, c'est Paul Volcker, qui a été président de la Fed. Il a mis en place la réforme Volcker en 2010. C'est un moment un peu clé pour l'histoire des États-Unis et l'histoire de l'économie mondiale. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, selon toi, c'est si important? C'est pas ça le plus important pour Volcker. C'était la règle Volcker, c'est comme ça qu'elle est connue, interdit aux banques d'investir directement dans les entreprises. Voilà. D'une certaine manière, ça rétablit une forme de séparation entre l'activité bancaire et l'activité économique, enfin, qui était d'une certaine manière ce qui était né du New Deal. Donc on revenait un peu en arrière. Et ça, c'était plutôt assez sain. Je suis pas sûr que ce soit un bouleversement si massif, mais c'était le signal qui était attendu. Volcker, il est plus connu dans l'histoire pour être celui qui a cassé l'inflation au tournant des années 80. Et je cite souvent Volcker, ni pour sa règle, ni pour l'inflation, mais parce que nous l'avions invité en printemps 2008, je crois que c'était en avril 2008, à l'Institut Montaigne. On avait fait un colloque sur le subprime, plutôt avec des intervenants de très bon niveau. Il y avait Jean Tirole, qui n'était pas encore prix Nobel à l'époque, Paul Volcker et quelques autres. Et je me souviens très bien, parce que j'étais sur scène à côté de lui. Donc c'était le moment, c'était avant l'élection d'Obama, donc il n'était pas encore, on savait qu'il conseillait Obama, mais on ne savait pas qu'il allait faire sa règle ni quoi que ce soit. Mais enfin, c'était quand même le personnage un peu emblématique d'une finance, puis quelqu'un dont une intégrité, l'homme d'État, enfin, vraiment. Et quelqu'un dans la salle lui dit, Monsieur Volcker, vous êtes très critique avec les financiers. Après tout, on joue un jeu avec les règles qu'on nous a données. On n'y est pour rien, donc nous on fait ce qu'on nous demande. Et Paul Volcker avait dit de manière assez forte, je me souviens parce qu'il y avait en plus Samuel Pisar dans la salle, que tu connais peut-être pas, mais qui était un des survivants des camps, qui a écrit des livres sur la Shoah. Et il dit devant Samuel Pisar, je n'accepte pas plus en 2008 qu'en 1945 l'excuse de Nuremberg. Alors, l'excuse de Nuremberg, on la connaît, c'était pas moi, ça vient d'en haut, c'était vraiment, en gros, j'étais à l'aiguillage, j'ai fait passer des ordres, je savais pas ce qu'il y avait derrière. Bref, je suis dans un jeu et en fait, ce que disait Paul Volcker, c'est vous les financiers, vous qui êtes des acteurs de la sphère financière. Vous êtes en général surdiplômés, vous êtes en général parmi les mieux payés, vous êtes souvent les mieux informés. Ne me faites pas croire en plus que vous ne savez pas ce que vous faites. Et ben, je pense que c'est pour ça que j'aime Paul Volcker, parce qu'il a rappelé à tout le monde, faites pas semblant de pas savoir ce que vous faites, ne vous cachez pas derrière des règles. Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin d'une Volcker Rule pour favoriser le développement durable et une transition vers un monde... Non, on n'a pas besoin d'une Volcker Rule, on a besoin d'une transformation radicale de notre modèle, oui. Et comment on fait? Ah ben c'est là qu'on a deux voies. La voie traditionnelle qui ne marche pas, française, d'ailleurs je me suis fait bâcher plusieurs fois quand j'étais à la Banque mondiale et après, où les Français pensent on dit les Français c'est sympa, ils pensent qu'il suffit de prendre la Bastille, d'abolir les privilèges et après c'est fait. Et puis après, ils ont Bonaparte, puis après, ils ont la Restauration, puis ils s'aperçoivent que pour mettre la République, en fait, il faut un siècle. Mais ils ont pris la Bastille, et ils célèbrent la prise de la Bastille comme un grand commencement. Et d'ailleurs, les anglo-saxons m'ont fait noter que, comment dit-on grand soir en anglais? On dit grand soir. Ça se traduit pas. Donc l'idée et il y a qu'en France d'ailleurs qu'on me dit, et si vous aviez une mesure, et si vous en aviez 2 ou 3, et s'il fallait, etc., qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Non, ces sujets-là prennent du temps. Donc, on peut avoir la version française un peu tonitruante et disant, bah voilà, il n'y a qu'à Faucon. Ça, je le fais très bien, je peux le faire. Je pense que ça n'a aucun intérêt. Ou alors, effectivement, avoir la voie que j'ai appris, y compris de manière dure, dans le débat international, où aujourd'hui, pour des règles, il faut, dans un monde qui est fragmenté, où il n'y a pas de maître du monde, il faut aller chercher les Chinois, les Indonésiens, les Argentins, les Brésiliens, les Nigérians, les Américains, et puis mettre tout le monde autour de la table, et voilà, on va transformer les choses. Ça se fait pas dans un grand soir. Ça se fait dans un long travail. Et donc, c'est là qu'on en est. Au fond, aujourd'hui, là aussi, je le présente souvent de manière parfois un peu simpliste, mais je pense que c'est vrai. Les questions qu'on se pose aujourd'hui sur le développement économique,
c'est les mêmes qu'on se posait il y a 50 ans. On a donné une réponse il y a 50 ans. On essaie de voir si on peut changer la réponse aujourd'hui. Alors, c'est quoi ces questions? La première, en fait, c'est Nixon qui y a répondu le 15 août 71. Nixon a pris tout le monde de court. Il était à la télé. Il a dit, on va suspendre la convertibilité en or du dollar. C'était le fondement de Bretton Woods dont on parlait tout à l'heure. Bretton Woods, c'était, il y a l'or, il y a le dollar et il y a le reste du monde. C'était très organisé et le FMI s'occupait de faire la police de tout ça. Et donc, si les balances des paiements s'écartaient un peu trop, on venait voir, attention, tu reviens, et hop, on revenait dans son couloir. Système très organisé. Dès les 30 glorieuses, ça a très bien marché. Donc, on a toujours cette nostalgie d'avant. Et Nixon dit, on arrête, moi, j'ai plus assez d'or en stock pour garantir la convertibilité du dollar. Donc, fin de l'histoire, c'est temporaire. Enfin, ça fait 53 ans que c'est temporaire. Plus de convertibilité. Ça a énormément de conséquences. La première, c'est qu'on bascule dans un monde où le dollar est valorisé non plus par rapport à l'or, mais sur les marchés. Et donc, on intègre l'idée que les valeurs se décident sur un marché. Et si je te dis combien vaut $1, tu me diras ça vaut tant de dollars. Et j'y suis pas, et $1, ça vaut quand? Ça vaut tant d'euros. Puis en plus, ça change tous les jours. Mais on est habitué à ça. D'une certaine manière, la population a intégré le fait que les prix, ça bougeait, les valeurs, ça bougeait, et que ça se fixait en général sur un marché. Pas toujours, mais en général. Donc, on a basculé dans ce monde-là. On a aussi basculé dans un monde où finalement, l'argent vaut la confiance qu'on lui fait. Et un peu la loi, puisque la loi stipule qu'on peut éteindre ses dettes, que tout le monde est obligé d'accepter des euros pour éteindre une dette. Enfin, on voit bien les débats entre ce qui se passe avec les BRICS sur la dédollarisation de la planète, les cryptos, les machins. On voit bien que le rôle de la monnaie, il est plus si simple. N'empêche qu'en coupant le lien avec l'or, on a permis le développement des marchés de capitaux. On a permis l'invention du billions, du trillions, enfin, tous ces nombres de zéros qui croissent, etc. Donc, on a basculé dans un monde totalement différent où il n'y a plus d'encre, que la confiance collective. Ça dure ce que ça dure. Je sais pas, ça peut durer toujours, mais pas sûr. Donc là, c'est 71. Quelques mois auparavant, le 13 septembre 1970, c'est aussi une date très importante, c'est aussi une date américaine, et c'est pas un hasard, puisque c'est vraiment là que ça se décidait à l'époque. Gros débat aux États-Unis, est-ce que General Motors doit ouvrir son board à des représentants du public interest? Public interest, on appellerait ça les parties prenantes aujourd'hui. Et là, Milton Friedman, qui n'était pas encore prix Nobel, prend parti dans le New York Times. Et c'est là qu'il y a cette fameuse phrase qu'on répète en boucle depuis, l'objet social de l'entreprise est de maximiser son profit. Il dit pas qu'il n'y a pas d'intérêt public, d'ailleurs, il ne faut pas le caricaturer, mais il dit que l'intérêt public, c'est pas un problème d'entreprise. C'est l'État, c'est la communauté, c'est je sais pas quoi, le club de foot, ouais, mais c'est pas l'entreprise, son job, c'est de faire du profit. Point barre. Et le reste, comme il le dit d'ailleurs de manière assez brutale, ce serait du socialisme chimiquement pur. Ce qui encore aujourd'hui aux États-Unis est un très gros mot. Et donc, que fait-il? Il pose la brique qui a abouti à la construction du capitalisme financier tel qu'on l'a développé depuis. Donc on a Nixon 71, Friedman 70, et puis on a le Club de Rome en 72 qui dit attention les gars, alors on a critiqué leurs hypothèses, etc., mais ils ont quand même posé une bonne question, peut-on croître de manière infinie dans un monde fini? Eh ben, on est en 2024, on n'a toujours pas vraiment tranché la question du rôle de l'entreprise. Alors pendant 50 ans, on a dit l'entreprise, ça fait du profit et ce profit va plutôt aux actionnaires. Maintenant, on se dit, est-ce que c'est vraiment le cas? Le problème, c'est qu'on est toujours dans les règles de 1970, tout en disant, il faudrait qu'on change. On est toujours sur un système où le marché prédomine, on est toujours sur un système où la confiance dans le système banque centrale prédomine avec des questionnements, pour dire le moins. Et puis on a toujours une question sur, et notre modèle de croissance, il va jusqu'où? Et donc, on se retrouve gros gens comme devant 52 ou 53 ans plus tard en disant, voilà, maintenant, on a les mêmes questions, est-ce que c'est les mêmes réponses? Et c'est ça, en fait, il faut inventer ces réponses au 21e siècle. Ces questions, elles restent valides. C'est quoi l'objet de l'entreprise? À quoi sert le marché? Comment fonctionne la monnaie? Et c'est quoi la croissance et jusqu'où on peut aller? Tu as parlé de l'hégémonie du dollar et de l'émergence des BRICS. Toi, tu as été aux premières loges quand cet acronyme a été créé, en fait. Ils ont essayé de s'opposer à ça, tu le disais, pour créer une espèce de banque alternative. Comment tu perçois les... Alors, il faut faire attention. Une banque alternative, ils ont fait une banque de développement qui est un peu une mini-banque mondiale. Et les Chinois, d'ailleurs, avaient fait leur propre banque aussi, qui est aussi belle plus banque mondiale, parce que pour le coup, la banque chinoise, il y a tout le monde sauf le Japon et les États-Unis, je crois, à peu près. Alors que la banque des BRICS, il n'y a que les BRICS par construction. C'était pour se sortir aussi de... Oui, alors après, il y a de la rhétorique. Enfin, il faut faire attention, il y a beaucoup de grandes déclarations, etc. Bien sûr, ouais. Mais en tout cas, ça envoie un signal très fort qui est de dire, nous, le système tel qu'il fonctionne, il ne nous satisfait pas. Un système où les Occidentaux, qui ne représentent plus que X% de la richesse, et encore moins de la population, contrôlent les institutions. Et donc, nous, on n'est pas d'accord.
Et donc, il y avait deux jeux. Le jeu chinois qui a été de faire croître sa place dans les institutions, avec un certain succès. D'ailleurs, ils ont augmenté leur pourcentage, etc. Et puis, les jeux qui disent, nous, on veut prendre toute notre place, et comme on ne la trouve pas, on va la faire à côté. Et donc, ça montre, en tout cas, pour l'instant, ça n'apporte pas de réponse, mais ça pose une très bonne question. Est-ce qu'il faut aussi réformer le système international? Et la réalité, c'est qu'on est confronté à deux débats aujourd'hui qui sont liés. C'est comment on fait fonctionner la gouvernance de notre planète et comment on fait fonctionner la gouvernance de notre économie. Et les deux doivent fonctionner ensemble. Et c'est des questions qui sont des questions multi-trillion dollars. Hein. Tu as parlé de la Chine, tu as parlé de l'Inde. C'est des pays qui ont été en hyper-croissance et qui ont aussi, du coup, peut-être un peu moins à cœur de limiter leurs émissions à gaz à effet de serre, qui sont en train de rattraper pas mal de retard. Comment tu peux dire à ces gens, ou comment on peut dire à ces gens, vous devez respecter des quotas d'émissions, vous devez faire attention à la façon dont vous vous développez, alors que nous, finalement, on a déjà fait ce travail, nous, pays développés, on a déjà fait ce travail depuis des années, donc on profite d'un statut très différent. Comment on peut réconcilier les deux? Ouais, c'est une des questions de tension très forte. Alors là aussi, il faut séparer. Les cas sont tous très différents. Je pense que la Chine a basculé. Je veux dire, on peut penser ce qu'on veut de Xi Jinping, mais c'est vrai qu'il a pratiquement, dès sa prise de pouvoir, parlé dans le vocabulaire chinois communiste, de civilisation écologique, etc. Ça, c'est vrai. Ils ont continué à faire du charbon parce qu'ils ont été obligés de faire fonctionner leur économie et comme avait dit un Chinois, faire marcher 1,4 milliard de personnes, c'est pas la même chose que 60 millions d'habitants. Donc il faut être toujours un peu modeste quand on regarde. Mais ils ont développé, et d'ailleurs ça nous posait vraiment parce qu'ils ont développé, y compris à coup de subvention, une industrie verte. On le voit avec les véhicules électriques, mais on le voit avec les panneaux photovoltaïques. Enfin, tout. En gros, l'arsenal de la transition, il est chinois. Et on peut pas dire qu'on ne le savait pas. Enfin, on les a vus faire. On n'a pas découvert ça hier. Donc les Chinois, je pense qu'ils sont en train de basculer. Alors il y a un effet d'inertie, c'est très long, mais le coup est parti. C'est beaucoup plus compliqué pour des pays comme l'Inde, comme l'Indonésie, comme le Vietnam, comme le Kazakhstan ou quelques autres, qui sont encore 50, 60, 70, 80, 90% au charbon. Et c'est vrai que la discussion internationale n'est pas facile, parce que d'une certaine manière, nous avons, au sens propre du terme, cramé la caisse. Et maintenant, on se tourne vers eux en disant, attendez les mecs, on a compris, on va arrêter, et vous aussi. Et c'est là qu'on a cette tension. C'est-à-dire que vous avez une partie, j'aime pas trop l'expression du Global South, en tout cas le Sud global, enfin, en tout cas, les pays non occidentaux qui vous disent, attendez, vous êtes gentils, vous nous faites la morale, vous nous expliquez que c'est pas bien, ok, on est d'accord, ils disent pas qu'il n'y a pas de changement climatique, il faut pas non plus caricaturer, mais nous, on veut bien évoluer, mais il faut nous aider. Alors, ça a cristallisé sur le débat des 100 milliards de Copenhague repris à Paris, etc., qu'on a fini par arriver à chiffrer en 2022. Enfin, il a fallu du temps pour y arriver. Et la réalité, c'est que les 100 milliards suffisent pas. Tous les chiffrages montrent que c'est pas 100 milliards qu'il faut, c'est plusieurs milliers de milliards par an. Et donc, la question, et c'est le cœur de mon activité, pour le coup, macro, micro, et de ce que j'essaye de faire, c'est qu'on ne réussira pas les objectifs de développement durable, on ne réussira pas la transition climatique, on ne réussira pas la préservation de la nature sur cette planète, pas plus qu'on ne promouvra de manière définitive et réelle l'égalité homme-femme, si les pays émergents en développement ne sont pas avec nous. La bataille du climat, elle ne se gagnera pas à Washington, elle ne se gagnera pas à Bruxelles, elle ne se gagnera pas à Paris, elle se gagnera à Lagos, elle se gagnera à Delhi ou à Hanoï. Et c'est précisément là qu'on fait à peu près aucun effort. Qu'est-ce qui te fait le plus peur si on n'arrive pas justement à gagner cette bataille ? C'est qu'on va avoir une planète où les riches se démerderont et les pauvres, ça va être épouvantable. Et tu penses qu'on a combien de temps devant nous pour prendre les bonnes décisions ? Il faut le faire tout de suite. C'est ça qui est très difficile. Et en même temps, on sait bien qu'on n'y arrivera pas à le faire tout de suite. Donc il faut qu'on arrive à gérer, il ne faut pas désespérer les populations. Les 1,5 degré, il faut oublier. Il faut se battre sur la ligne des 2 degrés en sachant qu'on ira peut-être au-delà. Et puis 2 degrés, c'est une moyenne mondiale. En France, on est déjà au-dessus, donc c'est plus le même sujet. En Antarctique, ça réchauffe 5 fois plus vite. Donc là aussi, il y a des divergences. Donc il faut aussi commencer à travailler à la résilience, l'adaptation, comment on fait pour faire face à tout ça. Mais il faut le faire ensemble. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une période où les gens se replient sur eux-mêmes. Moi, je le vois partout. Comme j'ai dit aux États-Unis il n'y a pas longtemps, quand un candidat dit America First, enfin on a la même chose en France, il y a des conséquences. America First, ça veut dire que je garde mon argent chez moi. Je ne vais pas aller investir ailleurs.
Trump avait eu l'élégance de parler des shit-hole countries. Je ne vais pas le traduire en français. Mais c'est ça qui existe. Et donc, on a un monde qui se rétrécit, qui construit des murs, qui met des drones. Alors qu'on a un problème planétaire, on revient à des frontières étatiques. Et ça me fait peur, oui. Il y a Jean-Marc Jancovici qui parle beaucoup du capitalisme, du fait que le capitalisme et son développement inconsidéré ou infini ne soit pas compatible avec un développement durable, en tout cas une planète vivable. Est-ce que tu partages il reprend la question de base du Club de Rome. Est-ce qu'on peut croire de manière infinie? C'est Jean-Marc, alors que je connais depuis longtemps, on a inventé le shift ensemble, donc c'est pas d'hier. C'est pas nous. Donc, il pose un certain nombre de questions. Alors, Jean-Marc, il le fait en ingénieur en disant la physique l'emporte, ce qui est probablement exact. Je pense qu'il faut tempérer ça avec le politique, l'économique, le financier, etc. Mais c'est la question à laquelle on est confronté. Alors après, la question, c'est de quelle croissance parle-t-on? Parce que la croissance telle qu'elle est définie aujourd'hui, est-ce que c'est le bon outil? On a oublié qu'en 2008, Nicolas Sarkozy, après la faillite de Lehman Brothers, avait convoqué une commission où il avait invité le feu Jean-Paul Fitoussi, qui est décédé depuis, mais Joe Stiglitz et Amartya Sen, 2 prix Nobel. Je crois que le titre de leur rapport, c'était « Mismeasuring Our Lives », qui expliquait qu'on ne mesurait pas les bonnes choses. Mais cette question, elle est toujours la même. Si on ne prend pas le bon thermomètre, on ne va pas prendre les bonnes décisions. Ce que je dis souvent, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on a 2 référents, publics et privés. Comptabilité publique, comptabilité nationale et comptabilité privée. Ces 2 référents, ils se sont structurés après la crise de 29. C'est pas un hasard. Quand Roosevelt promeut le New Deal, parmi les innombrables mesures du New Deal, il y en a une dont on ne se souvient pas, mais qui est la création de la SEC, l'autorité de marché américaine. Il confie la direction de la SEC à Joe Kennedy, le papa de toute la tribu, qui était quand même un homme d'affaires un peu borderline. C'est comme en France avec Vidocq, on prend celui-là parce qu'on dit qu'il sera un bon chef pour réguler les autres. Et la première décision de la SEC, c'est de forcer l'harmonisation comptable. C'est là qu'on a les US GAAP, etc., et que petit à petit, on a les normes auxquelles on est arrivé aujourd'hui. Donc on a unifié et on a adopté un système qui est celui dans lequel on vit aujourd'hui, qui a été accéléré après Friedman, etc., qu'on a d'ailleurs appelé fort justement le mark-to-market. On évalue en fonction de la valeur de marché. C'est ça le cœur du système aujourd'hui. Et la comptabilité nationale, quand la crise de 29 arrive et que Keynes écrit sa théorie générale, ça n'existe pas le PNB. Dans sa théorie générale, il ne parle pas de PNB, il parle de dépenses du gouvernement, et le PNB, c'est une construction américaine un peu française derrière, notamment d'un économiste appelé Kuznets, qui après fonctionnait très bien dans les 30 Glorieuses. C'était l'instrument idéal. Donc on a un système qui date assez largement des années 30, qu'on a un peu modernisé, heureusement. Et aujourd'hui, je pense que c'est intéressant de se poser la question. On s'est tapé une crise financière, une crise sanitaire, une crise sociale, une crise environnementale, une crise géopolitique. Peut-être qu'on peut se poser la question de est-ce que c'est pas le moment de regarder d'un peu plus près ce qu'on mesure, public et privé, et comment? Qu'est-ce que tu mesurerais là? Qu'est-ce qu'il faut commencer à mesurer? Typiquement, aujourd'hui, si je reviens à l'approche friedmanienne du profit, quand on dit l'objet social de l'entreprise, c'est de maximiser le profit, c'est que le profit devient la fin en soi. Moi, j'aime beaucoup l'approche d'un économiste britannique avec qui j'ai travaillé qui s'appelle Colin Mayer, qui dit l'objet social de l'entreprise, c'est pas de maximiser le profit. L'objet social de l'entreprise, c'est de trouver des solutions profitables aux problèmes de la planète et de ses habitants. Et il ajoute d'ailleurs, et de ne pas profiter des problèmes que vous créez. Ça change tout. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas dire que le profit n'est pas bien, c'est-à-dire que le profit est légitime s'il est lié à une amélioration de la situation de notre planète, parce que pour l'instant, il n'y en a pas d'autres, et de ses habitants. Et donc, ça veut dire rentrer dans nos modèles, et on l'a fait. Le modèle risk-return, qui est la base de toute l'industrie financière, qui a été largement structuré dans les années 50 par l'Université de Chicago, tous ces trucs-là, moi, j'aime bien rappeler aux gens qu'ils ont une naissance. Ils ont l'impression que ça a toujours été comme ça. Le profit, c'est comme ça. L'actionnaire, c'est comme ça. Non, ça a passé. L'activité économique d'une entreprise en 2024, elle donnera un profit version 2024. La même activité économique mesurée en 1984, ça sera un profit différent. Et en 2064, ça sera encore un profit différent. Donc, il faut être très détendu par rapport à ça. Ces règles, elles sont faites pour évoluer. Et donc, l'équation risque-rendement, on peut la complexifier. On peut introduire une variable de durabilité. Donc aujourd'hui, on a des essais sur la tonne de carbone. Il y a pas mal d'essais plus ou moins réussis sur les double, triple comptabilité, etc.
On a au fond aujourd'hui, si je me projette sur les années qui viennent, on a aujourd'hui, alors ça crée parfois un peu de tension, mais ça c'est en train de se résoudre, on est en train de se mettre d'accord sur de quoi parle-t-on et que faut-il mesurer justement, que faut-il intégrer. C'est tout ce qu'il y a en Europe autour de CSRD, FRS, EFRAG, etc., double matérialité, et tout ce qui est autour des travaux de IFRS. Ça prend un peu de temps, mais la réalité, c'est qu'on avance dans la même direction et qu'on va voir qu'il y a la tonne de CO2, puis la manière de mesurer la biodiversité, les inégalités hommes-femmes, le travail des enfants, la diversité, enfin toute une série de sujets. On va se mettre d'accord sur de quoi on parle. C'est déjà une première étape. On va voir qu'il y a des trous dans la raquette et on va se mettre d'accord sur ces trous dans la raquette, ce que les économistes appellent les externalités. Ça, c'est en train d'être fait. Et ça avance plutôt pas mal. Alors évidemment, ça fait pas la une des journaux, c'est pas hyper drôle, c'est des discussions d'experts, etc. Mais ça avance. Une fois qu'on sera mis d'accord sur tout ça, il faudra qu'on se mette d'accord sur le prix de tout ça. Alors on voit bien sur la tonne de CO2, c'est pas ça. Donc, mais il y a rien, il y a aucun obstacle théorique à mettre un prix sur aucune de ces variables. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de personnes, je prends souvent l'exemple, mais il y en a d'autres. Harvard a mis en place un système qui s'appelle Impact Weighted Accounts, où il vous explique que l'entreprise X vaut tant, mais qu'elle détruit chaque année X milliards de valeurs sociales et chaque année X milliards de valeurs environnementales. Et donc, en fait, elle vaut pas tant, elle vaut tant moins tout ça. Ça, c'est disponible. Là, vous allez trouver le truc. Donc, c'est pas impossible. Si Harvard peut le faire, n'importe qui peut le faire. Et donc, une fois qu'on sera mis d'accord sur ça, la dernière étape, c'est est-ce qu'on l'intègre dans les comptes, avec des conséquences fiscales. Donc, encore une fois, et puis je pense que l'IA peut aider dans tout ça. Donc, encore une fois, il n'y a pas d'obstacle théorique à changer de système. Simplement, aujourd'hui, il n'y a pas de maître du monde qui va dire comme les États-Unis en 70, bon, ok les gars, on s'est planté, on va dans le système B. Aujourd'hui, il y aura les Chinois d'un côté, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, les grands émergents, les États-Unis, et donc il faut mettre tout ce monde-là autour de la table, et ça, c'est dur. Voilà, ça, c'est dur, surtout parce que, par ailleurs, sur un certain nombre de sujets, les gens ne s'entendent pas. Est-ce que tu penses que les critères ESG, et il y a plein de façons de les mesurer, c'est un pas dans la bonne direction? Ouais, c'est un premier pas. C'est très bien. Le ESG, c'est les best efforts, comme on dit. Mais ça a l'avantage, c'est qu'au moins les gens entendent parler. Ils peuvent pas dire qu'ils connaissent pas. Donc ils savent qu'il y a un petit sujet environnemental, qu'il y a un petit sujet social, qu'il y a un petit sujet de gouvernance. Mais ils comprennent pas pourquoi, par exemple, Total peut être dans un fonds labellisé ESG. Il y a 250 méthodes, etc. Donc pour l'instant, moi, c'est le début. Mais ça me choque pas. Enfin, que les gens se posent des questions, etc. Et que dans les portefeuilles ESG, on voit bien qu'effectivement, on va trouver des pétroliers ou Google ou Microsoft. Bon, voilà. Parce que souvent, les portefeuilles ESG à grande échelle répliquent les indices traditionnels en enlevant vraiment les trucs les plus crapoteux. C'est pas grave. Je veux dire, c'est comme ça. On est dans une phase d'ébullition, d'effervescence. Ce qu'il faut, c'est passer à l'étape d'après. Et c'est pour ça que je suis très sensible aux travaux de fond qui sont se mettre d'accord sur de quoi parle-t-on, quelle est la baseline, comme on dit, de quelle base parle-t-on, comment on l'a fait évoluer, etc. C'est ça l'enjeu. Alors, c'est un enjeu qui prend du temps. On parle de plusieurs années. C'est vrai que c'est un peu terrifiant parce que les échéances, on en a parlé tout à l'heure, elles sont rapprochées. Mais je préfère qu'on fasse un truc qui nous fasse décaler de plusieurs années, mais dans la bonne direction, plutôt que de s'agiter en pensant qu'il y a une solution automatique avec je ne sais quelle technologie qui nous changera en 3 ans, ou je ne sais quel comportement autoritaire qui nous changera en 3 ans. Ça n'existe pas. Donc, on peut se raconter des histoires et faire des bouquins là-dessus. Dans la vraie vie, ça marche pas comme ça. Est-ce que dans le monde, on va dire, d'après, ça sera encore acceptable pour une entreprise de verser 10 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires? Pourquoi pas? Je sais pas. C'est pas le sujet, ça dépend de comment est calculé son profit. Encore une fois, si elle peut verser 10 milliards d'euros de dividendes parce qu'elle a bien pris en compte les externalités, etc., moi, ça me choque pas. C'est pas un montant absolu. C'est encore une fois le fait qu'elle intègre dans son raisonnement économique la consommation réelle de ce bien public qui est la vie de cette population sur cette planète et que ce coût soit pas nié. Voilà. Est-ce que tu as l'impression que la classe politique française, pour être très précis, adhère à cette vision d'un capitalisme qui est finalement vertueux? Mais le capitalisme, il n'est pas vertueux, c'est comme la finance. Le capitalisme, c'est une expression technique. Abstrait. Non, c'est pas abstrait, c'est très concret au contraire. Mais c'est des outils. Enfin, c'est des outils à notre main. C'est comme il y a des débats sur l'IA. L'IA, elle sera ce qu'on en fera. Enfin, je veux dire, on est des grands garçons, des grandes filles. On peut prendre des décisions qui orientent. Moi, je pense souvent à la comparaison. J'avais travaillé il y a 20 ans sur l'eau. H2O, EAU. Et pour moi, l'économie de marché, c'est comme l'eau. L'eau, ça suit la ligne de plus grande pente.
C'est très facile, c'est un truc physique facile. Vous balancez un courant d'eau et puis vous le suivez et il évitera les cailloux. Et s'il y a un trou, il ira dans le trou. Enfin, toujours la ligne de plus grande pente. C'est très simple. Mais depuis des milliers d'années, on a appris à canaliser l'eau. On sait l'emmener où on veut. Donc on fait des petits barrages. Là, moi, je faisais ça sur la plage quand j'étais petit. Et puis je l'ai fait avec mes enfants. On fait des barrages. Et puis on dit, on va emmener l'eau là, on va emmener l'eau là. On fait un barrage, etc. On sait faire ça. Et l'économie, c'est ce qu'on fait en réalité depuis toujours. L'économie, on l'emmène où on veut. Si on laisse rien faire, ah ben non, c'est la jungle. On a vu ça, Moscou, 1990. Bon, mais c'est pas, il faut pas baisser les bras. Et quand je veux être là aussi un peu simpliste peut-être, je dis de même que pour l'eau, il faut 2 murs pour l'entraîner. L'économie de marché, il faut 2 murs. Le premier mur auquel les Français pensent tout de suite, c'est le mur de la réglementation, de la taxation, etc. Qu'est-ce que vous avez le droit de faire, de pas faire, qu'est-ce que vous êtes incité à faire, etc. Et ça fait 200 ans qu'on construit ce mur. C'est les comportements du capitalisme de 1800, c'est pas du tout les comportements du capitalisme de 2025. Et heureusement, les normes sociales ont évolué et les règles ont évolué. Donc il faut ce premier mur, qui est le mur, en gros, de la loi, le règlement, etc. Et puis il faut un deuxième mur. Et je dis souvent, dans l'économie de marché, il y a un mot qui est sympa, c'est le mot marché. L'économie, elle va là si le marché lui demande d'aller là. Et le marché, c'est toi et moi. Le marché, c'est nous comme consommateurs, c'est nous comme investisseurs, c'est nous comme entrepreneurs, c'est nous comme talents, comme on dit aujourd'hui. Et il ne faut pas croire que si nous, on ne veut pas y aller, l'économie va y aller toute seule. Donc, il faut aussi qu'on ne soit pas schizophrène. Hein, c'est la phrase bon, il y a plein de gens qui l'ont dit, mais moi j'aime bien Tolstoï, qui fait dire, je crois, au prince André dans Guerre et Paix, tout le monde veut changer le monde, personne ne veut se changer soi-même. Donc on aimerait bien que l'État dise que, puis nous on fait... non. Il faut aussi qu'on change, et c'est pas facile, je suis le premier à pas être parfait dans mon comportement quotidien, alors ça, mes enfants me le rappellent à chaque instant. Mais si on n'a pas une pression en tant que consommateur, investisseur, talent, etc., c'est pas l'État tout seul. L'État, il va mettre un mur. Le deuxième, il faut que ça soit nous. Et si les 2 murs fonctionnent, bah, le capitaliste, il va faire ce qu'il a toujours fait. Il va grommeler en disant là, il va payer des lobbyistes pour dire on veut pas, et puis après, il va dire on y va. Et puis, il trouvera un nouvel équilibre. Et c'est pas la première fois que ça arrive, et ça s'est fait des dizaines de fois avant nous, ça sera des dizaines de fois après nous. Donc, il faut être détendu là-dessus. Ce qu'il faut, c'est accepter que c'est pas juste une petite transition, comme on l'a dit, c'est une vraie transformation. Dans une transformation, bah, il y a des coûts. Il y a des gagnants et des perdants, et il ne faut pas nier ça, parce que c'est vrai que bah, les gagnants, en général, ils disent rien, ils prennent leurs gains, et les perdants, ils ne sont pas contents. Donc il faut reconnaître qu'il y a des perdants, il faut les accompagner, etc. En fait, on a fait plein d'erreurs de cette manière-là, et c'est là que l'État a un rôle important. Et c'est à quel niveau d'institution que ça va se jouer? J'imagine que ça va jouer à plein de niveaux, mais est-ce que l'Europe, par exemple, pourrait décider, en s'alliant, d'être le précurseur de c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Après, ça se décide à tous les niveaux. C'est ce que je disais tout à l'heure. La bataille du climat, elle va en partie se jouer à Bruxelles. Mais les Français le savent confusément. Si on gratte 100 millions de tonnes sur nos émissions en France et que dans le même temps, l'Inde ou le Nigeria font 1 milliard de tonnes en plus, ils disent bah, attends, et moi je me suis étranglé pour que les mecs en face. Donc il y a forcément une coopération mondiale. Et c'est vrai que l'Europe, elle a une masse critique dans tout ça. Moi, le reproche que je ferai à l'Europe, c'est de ne pas avoir assez tendu la main à tous ces pays émergents. On a un peu raisonné, comme je dis souvent, le risque de l'Europe, c'est d'apparaître comme Boboland. Un peu comme les Parisiens avec la province. Enfin, le côté, j'avais dit ça une fois dans un débat avec un homme politique, je veux dire, en se comportant comme ça, on va créer les gilets jaunes planétaires. Donc voilà, il faut aussi qu'on comprenne que voilà, c'est pas facile pour des pays qui vivent au charbon parce que c'est facile, ils en ont plein, c'est pas cher, et que leur dire c'est pas bien, faut changer. Attends, c'est gentil, moi j'ai encore des centaines de milliers de personnes dans les mines comme en Afrique du Sud, c'est d'ailleurs au cœur de l'électorat du parti dominant. Enfin, faut pas être naïf, ça existe tout ça. Donc il faut regarder ça les yeux dans les yeux et dire bah voilà, il y a un enjeu planétaire, on y va ensemble et on essaie de travailler ensemble. Est-ce que tu penses que nos institutions européennes sont bien organisées pour pouvoir prendre des décisions qui sont quand même assez radicales? Je pense qu'on a les outils. Après la difficulté, c'est que de toute façon, c'est toute l'histoire européenne. Moi, je suis un pro-européen, je suis alsacien, j'ai toujours vécu avec l'idée, comme disait mon grand-père, que le Rhin, ce n'est pas une frontière, mais un passage. Donc vraiment, mais c'est compliqué de mettre 27 États qui ont des intérêts différents. Il y en a qui avaient effectivement du charbon, d'autres comme nous qui avaient du nucléaire. Enfin, on voit bien que sur un tas de sujets, on n'est pas d'accord, mais au moins on a créé un périmètre pertinent. Et on voit bien qu'il y a une maturité qui croît, même s'il y a des voix dissonantes. Il y a 5 ans, on parlait de souveraineté, ça faisait rigoler tout le monde. Maintenant, ça devient un thème. Donc je pense que l'Europe, elle a une responsabilité particulière, mais avec cette limite que j'indiquais, il ne faut pas qu'on soit le Boboland moralisateur.
L'euro, c'était une bonne décision, Imaginez qu'on n'ait pas l'euro aujourd'hui. justement. Imaginez qu'on n'ait pas l'euro aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passerait, tu penses, aujourd'hui? Ah ben, on serait parti en vrille depuis très longtemps. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de garde-fous. Alors, c'est un peu triste qu'on ait besoin de garde-fous extérieurs parce qu'on n'arrive pas à se garder tout seul. Bon, ça, c'est un autre débat. Toi, tu es investisseur, justement, avec Blue Like and Orange Sustainable Capital. Tu investis dans des boîtes qui ont un fort impact. Tu peux nous citer quelques projets et pourquoi tu les as Je ne peux pas en choisis? citer trop, mais nous, on a une approche très simple. Il faut qu'on ait à la fois un rendement de marché et un impact. Tu peux définir un rendement de marché? Rendement de marché, c'est... ce qu'attendent les investisseurs. Oui, c'est pour le type de risque que vous prenez, voilà le rendement que j'attends. C'est très simple. C'est l'échelle de rating. Si le risque est estimé double B, il doit me rapporter tant, etc. Ça, c'est... En tout cas, je ne veux pas rentrer dans un débat où on fait un peu plus de performance, un peu moins d'impact, un peu plus d'impact, etc. La réalité, c'est que... C'est équivalent. Non, mais c'est pas équivalent. Mais je pense qu'il faut être très clair. On peut avoir des produits avec impact et rendement. On peut avoir des produits philanthropiques et on peut avoir tout entre les deux. Là où ça devient confus, c'est quand les gens mélangent tout. Ce qui est souvent des gens plus ou moins bien intentionnés qui vous expliquent que tout ça, c'est pareil, etc. Il faut être très clair. Il faut dire, voilà ce que je cherche comme rendement et ce que je cherche comme impact, voilà comment c'est mesuré, voilà comment je vous rends compte, etc. Et à partir de là, nous, on investit effectivement dans des secteurs comme la santé, l'éducation, l'accès au crédit. Pour donner un exemple de notre premier fonds que j'aime beaucoup, c'est une société mexicaine qui s'appelle Clínicas del Azúcar, donc les cliniques du sucre, qui a été créée par un ingénieur mexicain qui fait son MBA aux États-Unis, qui rentre au pays, qui regarde quel est le premier problème de santé publique mexicain, c'est le diabète. Très bientôt, il y aura 25% des Mexicains adultes qui seront atteints d'une forme ou d'une autre de diabète, ce qui est le record du monde. Et la plupart de ces gens, entre 70 et 80%, ne se soignent pas. Parce que c'est trop cher, trop loin, inaccessible, toutes les raisons. Et donc, lui dit, je vais faire des magasins du sucre. Il ne va pas appeler magasin, il va appeler clinique, qui met comme un commerçant. Il va mettre des bons emplacements avec une signalétique facile, une promesse simple en disant, vous rentrez et en 90 minutes sans rendez-vous, on vous fait votre prise de sang, on l'analyse, vous avez un nutritionniste, un ophtalmo, un psy, un machin, etc. On vous fait votre ordonnance, vous avez la pharmacie sur place, vous partez, et après, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous avez une permanence. Et tout ça pour un prix qui est relativement modique par rapport au niveau de vie d'un Mexicain, et certainement par rapport au prix qu'il aurait payé ailleurs. Mais ça, c'est un modèle génial. C'est un modèle où vous avez des centaines de milliers de cas de diabète qui ont été arrêtés. Des centaines de milliers. C'est un modèle qui est rentable? Et bien sûr qu'il est rentable. Mais il suffit de faire le calcul. C'est un business de coût fixe. Donc, vous avez l'espace commercial, 200-250 mètres carrés dans une galerie, dans une gare, je ne sais pas où, peu importe. Dedans, vous avez 12-13 salariés, dont 4 ou 5 médecins, mais salariés. Donc, vous avez un truc de coût fixe. Les gens payent et s'engagent, parce que c'est un système d'abonnement, payent sur 12 ou 18 mois. Dès que vous avez passé le cap du point mort, ça va en bas. Donc, c'est typiquement, j'aime bien cet exemple parce que c'est un impact massif, ça transforme radicalement un problème qui n'était pas traité, et en plus, c'est rentable. Voilà, ça, comme ça, les gens, ah oui, t'as raison, c'est intéressant. Voilà. C'est ça qu'on fait. Et ça, c'est une boîte qui pourrait être introduite en bourse, j'imagine? Je ne sais pas si ça soit le suivi, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont très maintenant sollicités à l'étranger, y compris aux États-Unis d'ailleurs, ce qui est assez drôle. Qui est aussi un gros marché pour eux. Voilà. Alors après, les États-Unis, la santé, c'est compliqué avec les magistrats, la justice partout. Enfin, voilà. L'Amérique du Sud, c'est un continent qui t'intéresse beaucoup aussi en tant qu'investisseur. C'est quoi ses atouts? Je dis souvent que c'est le continent qui est aussi éloigné de Taïwan que de Kiev et de Jérusalem. Donc, évidemment, il y a le Venezuela qui est un peu compliqué. Mais enfin, schématiquement, c'est quand même un continent qui est en paix depuis extrêmement longtemps. Il n'y a pas eu de guerre dévastatrice. Ils ont été à l'écart largement de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu les Falklands, mais enfin, c'était quand même très limité. Il y a des guerres intestines, en Colombie, par exemple. Oui, mais enfin, c'est pas, comme avaient dit les Colombiens, alors c'était un peu provocateur quand j'y suis allé pour ma première visite de la Banque mondiale, je leur avais dit, alors les FARC, c'est un problème, et ils m'avaient regardé en disant, et vous, la Corse, c'est un problème? Et ils m'avaient montré la carte de la Colombie en montrant les endroits de la jungle où il y avait des FARC. Alors évidemment, c'est pas bon pour la réputation, n'empêche que la Colombie a des taux de croissance records depuis des années, et que c'est un pays qui est, d'ailleurs, qui accueille la COP cette semaine, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est un continent plutôt en paix. Alors, il y a des énormes inégalités, ça c'est vrai, mais c'est un continent qui a des ressources considérables, y compris sur la transition climatique. Enfin, l'Amazonie, évidemment, mais les ressources hydro,
Il y a des fleuves avec des barrages, etc. Enfin, l'Amazon, mais pas seulement. Tout le monde a en tête les chutes d'Iguassou et quelques autres. Donc, c'est un continent qui a un potentiel assez incroyable, qui a toujours eu un peu de mal à l'extérioriser, mais qui, depuis une vingtaine d'années, n'a pas connu... Alors, je mets à part l'Argentine. On va voir ce que fait le nouveau président. Mais des pays comme le Pérou, le Mexique, la Colombie, même le Brésil, c'est des pays qui, depuis chaque année, ont une certaine stabilité, progressent, etc. Donc ouais, c'est un continent très intéressant. Ouais. Justement, l'Argentine, tu as parlé de Volcker qui a stoppé l'inflation. Là, on a le président argentin qui administre une cure de choc à son propre pays. Comment tu juges son action ou tu observes son action? Alors, d'abord, je n'y passe pas beaucoup de temps parce que je n'investis pas en Argentine. Pourquoi? Pas précisément parce que c'est un pays, comme m'avait dit mon maître Michel Cantu, qui avait été patron du FMI pendant 14 ans, le Club de Paris, qui est le club qui gère les dettes, a été créé pour l'Argentine en 1956 et l'Argentine restera son fonds de commerce pour toujours. C'est le meilleur client. Pays, ouais, exactement. C'est un pays qui a toutes les richesses du monde. C'est un pays où j'adore aller comme touriste, etc. C'est vraiment des gens sympas, des paysages magnifiques, etc. Mais c'est un pays qui a eu du mal à garder une trajectoire économique sérieuse plus de quelques années. Donc j'aime pas beaucoup le style de Milei. Je trouve que ce qu'il fait est intéressant. Enfin, voilà. En tout cas, il fait des choses différentes de ce qui a été fait depuis 50 ans. Et on va voir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a toujours le soutien populaire. Souvent, on disait Gorbatchev, il est soutenu à l'étranger, mais les Russes n'aiment pas. Là, c'est le contraire. C'est les étrangers qui font la moue en disant oh, il n'est pas fréquentable, mais manifestement, il continue à avoir une certaine popularité dans son pays. Il y a un autre sujet qui tient à cœur, c'est l'égalité homme-femme. Ouais. Tu peux nous citer un projet ou une entreprise dans laquelle tu as investi qui permet de justement... Toutes nos entreprises. On a dans notre grille d'analyse, pour tous nos projets, alors on n'a pas le temps et puis c'est pas tellement... Enfin, je peux pas rentrer dans le détail, mais dans tous nos projets, on prend en compte l'égalité homme-femme. Et pas seulement parce qu'il y a des femmes au conseil d'administration ou dans le management, mais les femmes comme clientes, les femmes comme fournisseurs, les femmes de la communauté. Ça, pour moi, c'est central. À la fois parce que l'égalité homme-femme, c'est un sujet, je dis, évident en soi, et parce que quand il est maltraité, il est révélateur de plein d'autres problèmes. Et tu peux nous citer une entreprise de ton portefeuille qui, peut-être du premier fonds, qui vraiment, selon toi... Non, on n'a pas d'entreprise dont l'objectif était l'égalité homme-femme. Dans toutes nos entreprises, on a la prise en compte de ça. Oui. Et les autres critères qui sont clés dans votre grille d'analyse, c'est lesquels ? Nous, on a la création d'emplois, mais au sens decent job. Donc, c'est pas seulement le nombre d'emplois, mais c'est des gens correctement rémunérés avec des perspectives, si possible des benefits, comme on dit chez nous. L'égalité homme-femme, la prise en compte de l'environnement. Alors, évidemment, c'est pas la même chose quand on fait une fintech, quand on fait de l'agriculture. Et puis, on valorise l'innovation. Quand c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau, on donne une prime. Il y a des secteurs... Après, c'est plus détaillé. Mais... Il y a des secteurs que tu t'interdis ? C'est pas comme ça qu'on raisonne. On n'est pas sur des marchés cotés à choisir des secteurs et à pondérer. Donc nous, on a vraiment une approche de développement durable, impact, et donc on est assez diversifié. Mais on a de l'impact. Donc l'impact, par construction, va interdire certaines choses si on veut avoir de l'impact mesurable. Est-ce que l'IA, c'est compatible avec le fait d'avoir de l'impact ? L'IA, l'intelligence artificielle ? C'est ni compatible ni incompatible. C'est comme la finance, c'est un outil. Pour l'instant, on ne l'utilise pas beaucoup. Je pense qu'on sera amené à plus l'utiliser plus tard, ça c'est clair. Tu ne penses pas qu'il y a un risque que l'IA, par exemple, remplace tout un tas de tâches à faible valeur ajoutée et donc des emplois ? Il y a toujours des risques. C'est pas le problème de l'IA, d'ailleurs, c'est que ce n'est pas les tâches à faible valeur ajoutée, c'est les tâches à relativement haute valeur ajoutée. C'est la première révolution technologique qui touche... plutôt le haut de la pyramide que le bas. Donc avant, on pouvait regarder en disant oui, c'est très embêtant, mais ils vont s'adapter. Comme me le disait un Américain, Michael Spence, qui est le prix Nobel qui a fait un rapport sur ce sujet-là, disait en réalité, l'infirmière est moins menacée que le médecin. Parce que l'infirmière, on a toujours besoin d'elle pour aller parler aux patients, etc. Le médecin, une bonne partie de son travail, c'est de faire la synthèse d'un certain nombre d'informations et d'en tirer une conclusion. Ça, l'IA fait ça très bien. Donc c'est compliqué. On va revenir à la France et le budget, enfin le PLF qui est en train d'être voté, le projet de loi de finances 2025. Pas encore en train d'être voté, mais enfin, il est en train d'être discuté, débattu avec beaucoup de passion. D'ailleurs, débattre, ça veut dire ne pas se battre. Je ne sais pas si c'est le mot approprié. Mais... En tout cas, il y a un pugilat verbal qui a lieu et qui est assez intéressant à suivre. Là, on a vu le volet
hausse d'impôts qui a été assez violent. Maintenant, on est dans la partie coupe budgétaire. Et tu me le disais avant qu'on commence, la majeure partie des coupes, elle est en train d'être faite sur des thématiques qui touchent au développement durable. Non, c'est pas ce que je disais, mais c'est toi qui me disais ça. Non, mais ce que je crois, c'est qu'on est à un moment qui est pas du tout agréable collectivement, parce il arrive après 40 ans de dérive. De dérive budgétaire. De dérive budgétaire. C'est pas nouveau. Je me souviens quand j'étais jeune inspecteur des finances, je travaillais en 97 au moment de la dissolution. C'est la précédente, et on m'avait demandé de travailler sur le rapport pour le débat d'orientation budgétaire, qui est un débat qui devait avoir lieu au mois de mars ou d'avril de 1997, où on devait réfléchir à la stratégie de finances publiques. C'était une nouveauté du gouvernement de dire, voilà, plutôt que de s'empaler sans stratégie en septembre, on réfléchit à froid au printemps sur, en gros, quelles sont les perspectives. Et comme ça nous permet de mettre le budget en perspective en septembre. C'était plus une bonne idée, et d'ailleurs, elle a perduré. Mais c'était tout premier. Et je me souviens, j'avais fait, à l'époque, c'est tout début de PowerPoint, je ne sais même pas si ça s'appelait PowerPoint, j'avais fait le graphique de la boule de neige, où je montrais que, effectivement, si le taux d'intérêt était élevé, si le déficit augmentait, la dette augmentait selon l'effet de boule de neige. Et je me souviens d'avoir retrouvé Alain Juppé, qui était invité à l'époque par l'émission 7 sur 7 d'Anne Sinclair. Anne Sinclair disait, mais on ne comprend pas pourquoi le président de la République a dissous le Parlement. Quel est le problème? Et à ma surprise, Alain Juppé avait sorti mon graphique, en disant, voilà, c'est la boule de neige. Alors évidemment, à la télé, on voyait rien, ce truc. Voilà. Donc, pour dire que c'est pas d'hier, ni même d'avant-hier. Ça fait 40 ans qu'on est dans une logique où, quand ça va bien, on touche à rien, et quand ça va mal, on augmente les dépenses. Puis après, on augmente les impôts, et puis on passe à l'État, à la marche du dessus. Et donc, c'est vrai que la difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est que c'est pas une situation insurmontable, mais la situation politique la rend particulièrement difficile. C'est des stratégies de consolidation budgétaire, il y en a eu plein sur la planète, partout. Mais ça prend 5 à 10 ans, parce qu'il faut faire attention à ne pas casser la machine, il faut faire attention aux effets de bord, il faut faire ça dans la durée. C'est d'ailleurs, sans surprise, ce que demande la Commission européenne. Il dit, vous avez 7 ans ou 5 ans pour nous convaincre que vous êtes dans la bonne direction. Simplement, il faut commencer au début... Mais on arrive après 40 ans de dérive, et donc aujourd'hui, c'est très difficile. Donc on touche aux impôts en nous expliquant que ça va être temporaire. Évidemment, l'histoire française montre que le temporaire a tendance à durer. Enfin, j'appartiens à une génération qui a étudié la CSG quand elle a été créée à l'époque, c'était ça ne dépassera jamais 1%. Évidemment que si. Donc voilà, la CRDS qui avait été créée précisément par Alain Juppé pour combler le trou de la sécurité sociale des années 90, elle est toujours là. Ça fait que gonfler. Donc voilà, on sait que les impôts, quand on les augmente, c'est compliqué de faire marche arrière. Donc il y a cette première incertitude. Et puis effectivement, sur les dépenses, ce qui est terrible, c'est que on voit bien on voit bien les dépenses supplémentaires qu'il faut faire, parce que c'est pas comme s'il fallait tout couper. On voit bien que dans l'état géopolitique de l'Europe, c'est pas raisonnable de diminuer ses dépenses militaires, qu'on a quand même un petit problème dans la santé, l'éducation, la justice, la police, enfin un certain nombre de fonctions sur lesquelles le contribuable attend légitimement un service. Enfin, si on a l'État, c'est quand même d'abord pour ça. Et que les vrais débats, ils sont très compliqués parce qu'ils ont trait à la structure du pays. Donc, c'est pas désigner les collectivités locales, mais c'est comment est-ce que la dépense est administrée, où sont les gens qui l'administrent. On voit bien qu'on a un problème par rapport au reste de l'Europe. On coûte beaucoup plus cher en structure. C'est pas que les fonctionnaires sont trop payés ou pas, c'est qu'il y en a probablement un peu trop et qui sont pas forcément, compte tenu du système, assez efficaces. Et puis, on a un problème de modèle social. Et que ça, c'est incandescent. Donc, Tu parles du système de retraite ou c'est le système de retraite, c'est le système de santé. Donc, on tire chaque jour un truc. Un jour, c'est des jours de carence. Le lendemain, c'est l'absentéisme. Le troisième jour, c'est je sais pas quoi. Mais on voit bien qu'on a un système qu'on a laissé être ce qu'il est aujourd'hui. Et là, le Premier ministre arrive, il dit, voilà, on va commencer. Et dans un moment où il y a personne qui peut garantir qu'on va le faire sur 5 à 7 ans. Donc, c'est ça qui est terrible, c'est que même si on arrivait à passer quelque chose au 49.3 aujourd'hui, ça ne sera pas le début d'une trajectoire. Et quant à savoir les économies qu'on fait, alors évidemment, on va toujours dire, parce que forcément, des économies, ça fait des perdants. Comme disait quelqu'un, dans chaque niche fiscale, il y a un chien. Donc c'est vrai qu'il y a un sujet de contraintes sur les dépenses liées au développement durable. Ça, c'est parfaitement exact. Et c'est probablement pas une bonne idée. Moi, je prends un sujet qui effectivement passe sous le radar, c'est celui dont on parlait, qui est l'aide au développement.
je rappelle toujours que dans les années 70, les pays riches s'étaient engagés à mobiliser 0,7 de leur PNB en aide au développement. Il y a une poignée de pays qui sont au-dessus de ça aujourd'hui. La France n'a jamais été au-dessus de ça. Elle avait pris la décision avec ce président de monter. Elle l'avait fait très régulièrement depuis 2017. Et là, en 3 marches, on redescend à des niveaux qui nous ramènent pratiquement au début de la courbe en 2017. On ne peut pas à la fois avoir ce débat planétaire dont je parlais tout à l'heure et se couper la voix. Bon, évidemment, les pauvres de la planète, ils ne vont pas se plaindre, parce que de toute façon, ils n'ont pas de porte-voix. Mais c'est vrai qu'on va plutôt se mettre d'accord sur le dos de ceux qui ne sont pas là, plutôt que sur le dos de ceux qui sont là. Donc on est dans une équation budgétaire qui est très compliquée. Je n'ai pas de leçon à donner. Je vois bien d'où on vient et on arrive au moment de vérité. Alors la bonne nouvelle, c'est que je pense que les Français ont compris qu'il y avait un sujet maintenant. Ouais. La mauvaise, c'est que la solution, elle n'est pas simple. Est-ce que au FMI ou maintenant, ou même quand tu étais dans des grands groupes bancaires, tu as vu des pays où tu t'es dit, tiens là, c'est vraiment bien organisé et le système travaille dans le bon sens? Alors oui, ça arrive. Alors, le problème, c'est que c'est jamais garanti pour l'éternité. C'est fragile, les pays. C'est des problèmes de règlement. La démographie, la géopolitique peuvent bouger d'un sens dans l'autre. Bon, il y avait un pays qui était un modèle à l'époque, c'est moins vrai aujourd'hui avec Trudeau, qui était le Canada. Le Canada était parti dans le mur dans les années 80. Jean Chrétien était Premier ministre dans les années 90, avait fait cette trajectoire budgétaire de remise à niveau. Et le Canada était devenu un modèle. Et c'était quoi donc ils avaient baissé les dépenses publiques? Bah oui, ils avaient baissé, restructuré, organisé, aménagé le système fiscal et ils avaient retrouvé un équilibre. C'est des choses qu'on sait faire. Enfin, il y a des tas de gens qui sont passés par là. Mais après, le problème, c'est qu'il faut le garder dans la durée, quoi. Et c'est compatible pour un homme politique de le faire? De Gaulle, en 58, avait remis d'équerre le système. Hein. Enfin, c'était des mandats de 7 ans aussi. Donc, il l'avait remis. Quand il était élu, en 58, c'était pas encore clair. Hein. Donc, oui, après, on peut discuter sur les institutions, etc. Mais c'est vrai que c'est pas impossible. On a fait plein de rapports. Le problème, c'est pas de faire un nouveau rapport. Le problème, c'est de le mettre en œuvre. Et de le mettre en œuvre dans le contexte politique français actuel, c'est extraordinairement difficile. Je pense que la France risque d'être déclassée par rapport à des pays, justement, comme l'Indonésie ou de toute façon, l'AD va déclasser. Je ne sais pas ce que c'est. Ou d'être doublé, en tout cas, économiquement. De toute façon, on sera doublé, avec ou sans ça. Ne serait-ce que par la démographie, bien sûr. On sera au maximum à 75 millions d'habitants au milieu de ce siècle et probablement à la fin de ce siècle. Quand le Nigeria en aura 500 millions, l'Indonésie 400, voilà, c'est malheureusement, ou malheureusement ou heureusement, c'est comme ça. Enfin, c'est pas. Mais c'est compliqué pour un pays comme la France, parce que tu es trop jeune pour te souvenir de ça, mais quand Giscard avait dit nous représentons 1% de la planète et nous sommes une grande moyenne puissance, je crois que c'est ça sa formule, c'était une claque. Alors quand on va sur les Champs-Élysées et qu'on voit sous la statue de Gaulle, la France il y a un pacte 20 fois séculaire entre la France et la grandeur du monde, on dit bah non, en fait c'est un peu plus compliqué. Si je me mets à la place d'un investisseur individuel, tu l'as dit, il est consommateur, donc il peut agir à son niveau. Qu'est-ce qu'il peut faire avec son argent pour, quelque part, jouer son rôle, tout en gardant en tête qu'il a envie, évidemment, de maximiser sa performance? On est dans la contradiction. Est-ce qu'il veut maximiser sa performance à tout prix? En tout cas, il veut la performance du marché. Il peut avoir la performance du marché, de l'impact. Il va voir son banquier en lui disant je ne souhaite pas que vous investissiez dans telle ou telle chose. Je souhaite que... Et ce qui est intéressant, j'ai fait ça avec un banquier privé il n'y a pas très longtemps, sur 15 ans, la performance en gros de l'ISR ou des trucs comme ça c'est la même. Enfin, en gros, il n'y a pas d'écart significatif. Alors c'est pas vrai tous les ans. C'est vrai qu'en 2022, après le début de la guerre en Ukraine, il valait mieux avoir des armes et du pétrole dans son portefeuille. Et donc ceux qui n'avaient pas ça, on dit mais dans la durée, c'est plutôt ça marche aussi. Et la réalité, c'est que puisqu'on parlait de couple risque-rendement, si tu investis dans une boîte qui est plus durable, ton risque il est plus faible. Merci Bertrand. Merci.